Le fauteuil heurta le sol de marbre avant même que je comprenne ce qui se passait. Un instant plus tôt, j'étais assise à la table familiale. Ajustant ma serviette et regardant les serveurs verser le champagne, et l'instant d'après. J'étais étalé en arrière dans un monceau de soie et d'humiliation. La voix de ma sœur résonnant encore à mes oreilles. La table familiale est réservée à la vraie famille. Avait-elle dit assez fort pour que tous ceux qui se trouvaient à proximité l'entendent? Bouge. Je m'appelle Julia et j'avais 25 ans le soir où ma sœur décida de rappeler à 200. Invité de mariage que je n'avais jamais vraiment fait partie de la famille. La réception se tenait dans l'un des lieux les plus exclusifs de Las Vegas. Un vaste domaine aux lustres de cristal et aux baies vitrées du sol au plafond donnant sur des jardins soigneusement entretenus illuminés par des milliers de petites lumières. Tout, dans cette soirée, avait été conçu pour impressionner. Pour projeter une image de richesse et de sophistication que ma sœur avait passé des mois à cultiver. Et maintenant, au milieu de toute cette perfection soigneusement construite, j'étais allongé sur le sol de marbre froid. Ma robe tordue autour de mes genoux et ma dignité éparpillée quelque part sous la table la plus proche. Le souffle qui parcourut la salle fut presque plus fort que le bruit de mon fauteuil. Je sentais 200 paires d'yeux se tourner vers moi. J'entendais les questions chuchotées et le froissement nerveux des pieds. Ma sœur se tenait debout au-dessus de moi, les mains sur les hanches. Sa robe blanche flottant autour d'elle comme un nuage d'indignation vertueuse. Comme si j'avais en quelque sorte offensé son existence simplement en occupant le même espace. Je t'ai dit de bouger, répéta-t-elle. Sa voix dégoulinante de mépris. Tu aurais dû écouter la première fois. Je voulais dire quelque chose. Je voulais me relever et me défendre, exiger une explication. Lui demander pourquoi elle devait faire ça ici, maintenant. Devant tout le monde que nous connaissions. Mais ma voix semblait m'avoir abandonné en même temps que mon sang-froid. Et tout ce que je pouvais faire, c'était rester assise là, sur le sol froid. Sentant le poids de chaque regard s'abattre sur moi comme une force physique. Ce que les invités ne savaient pas, ce que même mes parents, assis figés à la table, ne comprenaient pas pleinement, c'est que ce moment s'était préparé pendant des années. Ma sœur Victoria avait toujours été l'enfant doré. Celle qui ne pouvait rien faire de mal. La fille qui avait hérité de la beauté de notre mère et du charme de notre père. Tandis que moi j'avais hérité de rien d'autre que de l'attente de rester hors de son chemin. Grandir dans son ombre signifiait apprendre à accepter les miettes d'attention qui tombaient de sa table, à célébrer ses réussites tout en minimisant les miennes. À m'excuser d'occuper de l'espace dans une famille qui semblait n'avoir de place que pour une seule star. Le favoritisme avait commencé si tôt que je ne me souvenais pas d'une époque où il n'existait pas. Victoria avait eu la plus grande chambre, les meilleurs vêtements, la voiture pour ses 16 ans. Tandis que moi je prenais le bus jusqu'à ce que je puisse m'en acheter une moi-même. Quand elle peinait à l'école, nos parents engageaient des tuteurs et trouvaient des excuses sur sa nature sensible. Quand je rentrais avec d'excellentes notes, ils me rappelaient de ne pas faire sentir ma sœur inférieure par comparaison. Chaque dispute entre nous se terminait par l'injonction d'être la plus grande. De comprendre que Victoria était simplement plus émotionnelle, plus fragile. Plus en besoin de protection que la Julia pratique et fiable. Qui pouvait toujours se débrouiller seule. J'avais passé toute ma vie à me débrouiller seule. Je m'étais payé mes études pendant que Victoria abandonnait 2 fois. Financé par nos parents à chaque fois. J'avais bâti une carrière dans le conseil financier pendant que Victoria passait d'un emploi à l'autre qu'elle trouvait indigne d'elle. J'économisais. J'investissais et je planifiais l'avenir pendant que Victoria dépensait de l'argent qu'elle n'avait pas pour des choses dont elle n'avait pas besoin. Toujours confiante que quelqu'un la sortirait d'affaire quand les factures arriveraient. Et quelqu'un le faisait toujours, généralement moi. Le mariage lui-même était un exemple parfait de la dynamique qui avait défini notre relation. 6 mois plus tôt, Victoria avait annoncé ses fiançailles avec Nathan. Un homme calme et réfléchi qui travaillait comme médecin aux urgences dans l'un des plus grands hôpitaux de la ville. J'avais aimé Nathan dès le moment où je l'avais rencontré. Il semblait vraiment gentil.
Le genre de personne qui écoutait plus qu'elle ne parlait et remarquait les détails que les autres manquaient. Je ne comprenais pas ce qu'il voyait en ma sœur. Mais j'avais appris depuis longtemps à ne pas remettre en question la capacité de Victoria à charmer quiconque elle fixait du regard. Quand la planification du mariage avait commencé, les ambitions de Victoria avaient rapidement dépassé ses ressources. Elle voulait le lieu qui coûtait 200 000 $, la robe à 15 000 $, les fleurs, le traiteur et le divertissement qui poussaient le budget total vers le demi-million. Nos parents avaient contribué ce qu'ils pouvaient, mais ce n'était pas assez. Loin de là. C'est alors que Victoria était venue me voir. Elle avait pleuré, bien sûr. Elle pleurait toujours quand elle voulait quelque chose. Elle m'avait dit que c'était son rêve, sa seule chance de bonheur. Son opportunité de repartir à zéro avec un homme qu'il aimait vraiment. Elle avait promis de me rembourser, juré que ce serait différent cette fois. Supplié de l'aider à créer le jour parfait qu'elle avait toujours imaginé. Et parce que j'étais Julia. Parce que j'avais passé toute ma vie à être la responsable qui maintenait la paix, j'avais accepté. J'avais transféré 180 000 $ sur un compte que Victoria contrôlait. Assez pour combler l'écart entre ses rêves et sa réalité. Je n'avais demandé qu'une chose, qu'elle garde cet arrangement privé. Qu'elle ne dise pas à Nathan que l'argent venait de moi. Je ne voulais pas créer de tension dans leur relation. Ne voulais pas commencer leur mariage avec le poids d'une dette qui pesait sur eux. Victoria avait accepté volontiers, trop volontiers, je le réalisais maintenant. Alors que j'étais assise sur ce sol de marbre froid, le mépris de ma sœur s'abattant sur moi. J'ai remarqué quelque chose que Victoria avait apparemment manqué. De l'autre côté de la salle, debout près de la table d'honneur. Un verre de champagne figé à mi-chemin de ses lèvres, Nathan regardait. Pas avec la confusion embarrassée des autres invités. Pas avec la paralysie impuissante de mes parents. Il regardait avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. Quelque chose entre la reconnaissance et la résolution. Comme si un puzzle sur lequel il travaillait avait enfin trouvé sa place. J'ai réussi à me remettre sur pied. Lissant ma robe d'une main tremblante et essayant de rassembler les morceaux épars de mon sang-froid. Je n'ai pas regardé Victoria. Je ne pouvais pas. Si je la regardais, je fondrais en larmes ou dirais quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Et aucune des deux options ne me semblait tenable à ce moment-là. Je vais juste m'en aller, ai-je dit doucement. Ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne veux pas causer plus de problèmes. Je me suis tourné vers la sortie, vers le soulagement béni de la fuite. Quand le sifflement d'un Larsen à travers les haut-parleurs m'a arrêté net. Je me suis retourné et j'ai vu Nathan debout au micro. Son verre de champagne abandonné sur la table la plus proche, son expression illisible. Victoria, a-t-il dit. Sa voix amplifiée dans la salle silencieuse. Pourquoi viens-tu d'humilier la sœur qui a payé la majeure partie de ce mariage? Le silence qui a suivi a été total. J'entendais mon propre cœur battre à mes oreilles. Je sentais le sang se retirer de mon visage tandis que 200 invités tournaient leur attention. Entre moi, Nathan et ma sœur. Dont l'expression était passée de l'arrogance à quelque chose qui ressemblait à de la terreur. De quoi parles-tu? Harry Victoria, mais le son était cassant. Peu convaincant. Julia nous a donné un peu d'argent en cadeau. C'est tout. Elle essaie juste de faire de ça une histoire centrée sur elle, comme toujours. Un peu d'argent? A répété Nathan d'un ton plat. C'est comme ça que tu appelles 180 000 $? Le souffle qui a parcouru la salle cette fois était différent. Plus aigu, plus choqué. J'ai vu mes parents échanger des regards déconcertés. J'ai vu le masque soigneusement construit de Victoria commencer à se fissurer. Nathan, mon chéri, parlons-en en privé, a dit Victoria en s'avançant vers lui. Les mains tendues. C'est notre jour de mariage. Nous ne devrions pas laisser la jalousie de Julia gâcher tout ce que nous avons prévu. Reste où tu es. La voix de Nathan était calme mais ferme. Portant une autorité que je ne lui avais jamais entendue auparavant.
Je pense que tout le monde ici mérite de comprendre quel genre de personne on célèbre ce soir. Il s'est tourné pour s'adresser à la salle, sa posture droite. Son expression composée malgré la gravité de ce qu'il révélait. Il y a 3 jours, j'ai découvert des irrégularités dans nos finances communes. Des cartes de crédit dont j'ignorais l'existence. Des prêts contractés à nos 2 noms. Des paiements qui ne correspondaient à aucune. Dépenses que je pouvais vérifier. Quand j'ai commencé à poser des questions, les réponses que j'obtenais n'avaient aucun sens. Victoria m'avait dit que ses parents avaient couvert la majeure partie des frais du mariage. Elle m'avait dit que son compte d'épargne couvrirait largement le reste. Elle m'avait dit que Julia avait contribué un petit cadeau. Peut-être quelques milliers de dollars, rien de significatif. Il s'est arrêté, laissant les mots se déposer sur la foule. Mais les chiffres ne collaient pas. Alors j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a des mois. J'ai commencé à vérifier. Le visage de Victoria était devenu pâle sous son maquillage expertement appliqué. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais Nathan a continué avant qu'elle puisse l'interrompre. Julia ne nous a pas donné un petit cadeau. Julia a financé près de la moitié de tout ce mariage. Le lieu, le traiteur. Les fleurs que Victoria a insisté pour qu'elles viennent de ce fleuriste précis en Californie. Julia a tout payé, et elle n'a rien demandé en retour, sauf que Victoria le garde privé. Je voulais disparaître. Je voulais que le sol de marbre s'ouvre et m'engloutisse tout entière. Pour m'épargner l'attention de chaque personne dans cette salle. Mais je me suis forcé à rester immobile. À croiser le regard de Nathan quand il m'a regardé avec quelque chose qui pouvait être de la gratitude ou des excuses, ou les deux. J'ai aussi découvert, a continué Nathan, sa voix se durcissant, que les cartes de crédit et les prêts dont j'ai parlé n'étaient pas seulement de l'irresponsabilité financière. Ils avaient été contractés en utilisant les informations de Julia. Son numéro de sécurité sociale, son historique de crédit. Son identité. Ma fiancée a financé le style de vie qu'elle m'a montré en volant la sœur qu'elle vient de jeter à terre devant vous tous. La salle a éclaté, les voix se chevauchant, les chaises grattant le sol. Le cri choqué de ma mère coupant à travers le chaos. Victoria se tenait figée au centre de tout cela. Sa perfection de mariée s'effondrant à mesure que l'ampleur de la révélation de Nathan s'imposait. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit, mais sa voix avait perdu son assurance. Nathan. S'il te plaît. Tu ne comprends pas, Julia a proposé d'aider. Elle voulait le faire. Je n'ai jamais rien volé. Alors explique ça. Nathan a sorti son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran. Des demandes de crédit remplies avec les informations de Julia. Des documents de prêt signés avec ce qui semble être sa signature. Mais envoyés à ton adresse email. Des comptes magasins ouverts à son nom. Mais liés à ton adresse de livraison. Il a levé le téléphone, montrant les preuves à quiconque était assez prêt pour voir. J'ai tout vérifié avant ce soir. Je voulais avoir tort. Je voulais qu'il y ait une explication qui ait un sens. Mais il n'y en a pas. Victoria. Tu me mens depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Et tu voles ta propre sœur pour financer ce mensonge. J'ai retrouvé ma voix enfin. Même si elle est sortie plus petite que je ne l'avais prévu. Victoria. Dis-moi qu'il a tort. Dis-moi que tu n'as pas utilisé mon identité pour contracter des prêts. Ma sœur s'est tournée vers moi et, pendant un instant, j'ai vu quelque chose sous le désespoir et la colère. De la peur. Une peur brute, non déguisée. Pas la peur des conséquences, mais la peur d'être vue. La peur de voir l'image soigneusement construite qu'elle avait passé toute sa vie à maintenir enfin. Exposée pour le mensonge qu'elle avait toujours été. Tu me devais ça, a-t-elle sifflé. Sa voix assez basse pour que moi seul l'entende. Tu as toujours eu la vie facile. L'école te venait
Naturellement. Les emplois te venaient naturellement. Tu n'as jamais eu à travailler pour quoi que ce soit pendant que moi je peinais chaque jour. Alors oui. J'ai pris ce que je méritais. Ce que tu aurais dû me donner volontiers si tu avais été une vraie sœur. Je l'ai regardée, les mots me frappant comme des coups. C'était ce qu'elle avait toujours cru. C'était l'histoire qu'elle s'était racontée pour justifier chaque cruauté, chaque manipulation, chaque vol. Dans son esprit, je n'étais pas une victime. J'étais une ressource qu'elle avait tout à fait le droit d'exploiter. Maman, papa, a appelé Victoria, sa voix s'élevant pour porter à travers la salle. Dites-leur. Dites-leur à quel point Julia a toujours été jalouse de moi. Dites-leur qu'elle ferait n'importe quoi pour gâcher mon bonheur. J'ai regardé mes parents assis à la table familiale, avec des expressions assorties de choc et de confusion. Pendant un instant, j'ai pensé qu'ils pourraient réellement le faire. Qu'ils pourraient réellement trouver un moyen de tordre cette situation en un autre exemple de Julia. Difficile, de Julia qui ne soutenait pas sa sœur. De Julia qui causait des problèmes que Victoria n'aurait pas dû avoir à gérer. Mais le visage de mon père était devenu gris. Et ma mère regardait Victoria avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose entre l'horreur et la reconnaissance. Comme si elle voyait sa fille clairement pour la première fois. Victoria, a dit ma mère lentement. As-tu vraiment volé ta sœur? Ce n'était pas du vol. Je vous l'ai dit. Elle me devait ça. Tout ce qu'elle aurait dû être à moi de toute façon. L'aveu est resté suspendu dans l'air, indéniable et accablant. Victoria a semblé réaliser ce qu'elle avait dit une seconde trop tard. Sa main volant à sa bouche comme si elle pouvait d'une façon ou d'une autre faire rentrer les mots. Nathan a posé le micro et s'est avancé vers moi, ignorant les tentatives de Victoria de l'intercepter. Julia, je suis vraiment désolé, a-t-il dit doucement. Sa voix destinée à moi seul. J'aurais dû voir ça plus tôt. J'aurais dû poser plus de questions. Avant ce soir. Tu ne savais pas. Ai-je réussi à dire. Elle a trompé tout le monde. Elle ne t'a pas trompé. Il a secoué la tête lentement. Tu savais exactement qui elle était et tu l'as aidée quand même. C'est plus de générosité qu'elle n'en a jamais mérité. Il a plongé la main dans la poche de sa veste et en a sorti un petit dossier qu'il m'a tendu. Ce sont les dossiers que j'ai compilés. Tout ce que j'ai pu trouver sur les comptes qu'elle a ouverts à ton nom, les prêts qu'elle a contractés, les paiements qu'elle a manqués. Tu en auras besoin quand tu déposeras plainte à la police. Plainte à la police? La voix de Victoria était devenue stridente. Nathan. Tu ne peux pas être sérieux. C'est une affaire de famille. Julia n'irait jamais à la police. J'ai regardé le dossier entre mes mains, puis ma sœur. Debout là dans sa robe à 15 000 $ que j'avais payé, entourée de fleurs, de décorations et d'un service de traiteur que j'avais financé. Après m'avoir jeté à terre devant tout le monde que je connaissais. Quelque chose a basculé en moi. Quelque chose qui se retenait depuis 25 ans a enfin lâché prise. En fait, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'avais prévu. Je pense que c'est exactement ce que je vais faire. J'ai ouvert mon sac et sorti mon téléphone, naviguant vers mon application bancaire avec une efficacité entraînée. Mais d'abord, je vais annuler chaque paiement en attente que j'ai autorisé pour ce mariage. Le deuxième acompte de la réception qui était due la semaine prochaine. Le forfait lune de miel. Victoria a upgradé sans le dire à personne. L'acompte de l'appartement où vous étiez censé emménager le mois prochain. Les yeux de Victoria se sont écarquillés. Tu ne peux pas faire ça. Ces paiements sont déjà engagés. Ils sont engagés à mon nom avec mon argent. Ai-je répondu calmement. Ce qui signifie que je peux les désengager quand je le choisis.
J'ai tapé sur l'écran, confirmant les annulations une par une. À chaque pression, je me sentais plus légère, plus libre. Comme si des chaînes que je n'avais même pas réalisées portaient tombaient. Nathan m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Puis il s'est retourné vers sa fiancée, son expression se durcissant. Victoria. J'ai besoin de savoir toute l'étendue de ce que tu as fait avant de pouvoir décider s'il y aura même un mariage après ce soir. Tu ne peux pas être sérieux. Victoria a eu un hoquet. Nathan, je t'aime. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous, pour notre avenir ensemble. Tu as commis un vol d'identité contre ta propre sœur. Tu m'as menti sur nos finances. Tu as humilié Julia devant tout le monde que nous connaissons le jour qui était censé être le plus heureux de nos vies. La voix de Nathan était froide maintenant. Toute la chaleur que j'avais autrefois admirée complètement disparue. Que dois-je exactement croire de notre avenir ensemble? Victoria s'est tournée vers nos parents, cherchant désespérément des alliés. Maman, papa, s'il vous plaît. Dites-lui que tout ça est un malentendu. Dites-lui que Julia a toujours tout exagéré. Mais nos parents ne regardaient pas Victoria. Ils me regardaient, le dossier entre mes mains. Les preuves de tout ce que leur fille préférée avait fait pendant qu'ils trouvaient des excuses à son comportement. Julia, a dit mon père lentement. Sa voix rauque. Combien lui as-tu donné? 180 000 $, ai-je répondu. Plus ce qu'elle a volé par les comptes frauduleux, qui, d'après les dossiers de Nathan, représente encore 93 000 $ de dettes de cartes de crédit et de prêts personnels. Ma mère a poussé un son comme si elle avait été frappée. Victoria s'est retournée vers moi, le visage tordu de rage. Tu es en train de gâcher mon mariage. Tu es en train de gâcher ma vie. C'est ce que tu voulais? Détruire enfin tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas de la colère, pas du triomphe, juste une tristesse profonde et épuisée. Victoria. Tu as gâché ton propre mariage le moment où tu as attrapé mon fauteuil. Tu as gâché ta propre vie le moment où tu as décidé de me voler au lieu de demander de l'aide. J'ai passé des années à te protéger, à te couvrir. À te donner de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de donner parce que je pensais que c'était ça. La famille. Mais tu viens de te tenir devant 200 personnes et de me dire que je n'étais pas de la vraie famille. J'ai désigné l'espace vide où mon fauteuil avait été, l'endroit sur le sol où j'étais tombé. Alors pourquoi t'attendrais-tu à ce que je continue de payer les factures d'une famille dont je n'ai jamais vraiment fait partie? Victoria a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Pour la première fois de ma mémoire, ma sœur n'avait rien à dire. Le silence s'est étiré entre nous, lourde année de griefs accumulés enfin mis en lumière. Autour de nous, les invités du mariage étaient devenus les témoins de quelque chose qu'ils n'avaient jamais s'attendu à voir. L'enfant doré exposé, la sœur négligée enfin debout. Je me suis tourné et j'ai marché vers la sortie. Mes talons claquant sur le sol de marbre à chaque pas. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Nathan, calme mais ferme. Dire à Victoria qu'ils avaient besoin de parler en privé. J'ai entendu ma mère pleurer et mon père poser des questions qui auraient dû être posées des années plus tôt. J'ai entendu les protestations de Victoria devenir de plus en plus désespérées. De plus en plus stridentes. De plus en plus évidemment les colères de quelqu'un qui n'avait jamais appris à faire face aux conséquences. Mais je n'ai pas regardé en arrière. L'air de la nuit dehors, devant le lieu, était frais et propre. Un contraste tranchant avec l'atmosphère étouffante de l'intérieur. Je suis resté un moment sur les marches, respirant profondément. Laissant la réalité de ce qui venait de se passer s'installer. J'étais parti. Après 25 ans d'accommodement, de sacrifices et de colère avalée,
j'étais enfin parti. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. Victoria a été arrêtée 3 semaines après son mariage, qui a été annulé avant que les réservations de lune de miel puissent être annulées. Les chefs d'accusation de vol d'identité seuls entraînaient une peine potentielle allant jusqu'à 15 ans. Son avocat a finalement négocié un accord de plaidoyer qui a abouti à 3 ans de probation, une restitution obligatoire et un casier judiciaire de crimes qui la suivrait pour le reste de sa vie. Nathan a demandé l'annulation immédiatement et a déménagé de l'autre côté du pays pour prendre un poste dans un hôpital de Boston, ne voulant plus rien avoir à faire avec la famille dans laquelle il avait failli se marier. Mes parents ont lutté avec les révélations. Pendant des semaines, ils ont essayé de minimiser ce que Victoria avait fait, de trouver une explication qui ne les obligeait pas à reconnaître leur rôle dans la création de la personne qu'elle était devenue. Mais les preuves étaient indéniables, et finalement, douloureusement, ils ont commencé à accepter la vérité. Notre relation est restée tendue, même si nous travaillons lentement vers quelque chose de plus honnête que ce que nous avions jamais eu auparavant. Quant à moi, j'ai utilisé l'argent que j'ai récupéré grâce au processus de restitution pour rembourser les dettes frauduleuses et reconstruire mon crédit. J'ai aussi investi dans une thérapie, me donnant enfin la permission de traiter des années de dysfonctionnement familial que j'avais été trop occupé à survivre pour examiner. J'ai construit des amitiés plus solides avec des personnes qui me valorisaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais apporter. J'ai appris à poser des limites sans culpabilité, à dire non sans explication, à prioriser mon propre bien-être sans m'excuser d'occuper de l'espace. Victoria a finalement terminé sa probation et trouvé un emploi de réceptionniste dans une concession automobile à la périphérie de la ville. Elle vivait dans un petit appartement payé par nos parents, qui avaient enfin coupé le soutien financier illimité qui avait permis ses pires comportements. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle sortait avec une série d'hommes qui partaient inévitablement une fois qu'ils découvraient le casier judiciaire et la montagne de dettes qu'elle continuait de rembourser. L'image qu'elle avait passé toute sa vie à construire s'était complètement effondrée. Et elle n'avait plus rien derrière quoi se cacher. Parfois, je pensais à ce moment au mariage. Le moment où j'avais heurté le sol de marbre froid et regardé le visage méprisant de ma sœur. À l'époque, cela m'avait semblé le point le plus bas de ma vie, l'humiliation ultime. La preuve finale que je ne serais jamais valorisé par les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Mais maintenant, je le comprenais différemment. Cette chute n'avait pas été mon point le plus bas. Elle avait été mon tournant. Le moment où la vérité était enfin devenue impossible à ignorer. Où le schéma d'abus et d'exploitation avait été mis à nu pour que tout le monde le voie. Où j'avais enfin eu la permission d'arrêter de me sacrifier pour des gens qui n'apprécieraient jamais le coup. Être jeté de ce fauteuil devant 200 personnes m'avait donné quelque chose que je n'avais jamais pu me donner moi-même. Le courage de enfin me relever et de partir. Et debout ici maintenant, dans une vie que j'avais construite entièrement selon mes propres termes. J'ai réalisé que la cruauté de ma sœur m'avait accidentellement offert le plus grand cadeau que j'ai jamais reçu, la liberté.